Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. C'est moi. Ça me surprend toujours que la direction n'est pas encore intervenue. Pour ce thème-là. La direction est en vacances. Ah, c'est peut-être ça. Georges Mercier, analyste, doctorant en sciences politiques au Centre de recherche international de Sciences Po Paris et l'Université de Montréal. Bonjour, Georges. Bonjour, Alexandre. Oui, Georges Mercier. Bon, ce soir, le président va nous faire son grand discours à la nation. On verra bien s'il va parler aussi de la situation en Iran. Parce que sur le terrain là, et sur le front diplomatique, là, il y a encore une escalade, Georges. Ah, mais escalade assez sérieuse. Ce qu'on apprenait hier, c'est que des responsables américains ont dit à Reuters que les frappes actuelles servaient en partie, non pas seulement à nier aux Iraniens la capacité d'entraver le trafic dans le détroit, mais peut-être à préparer une opération de plus grande ampleur. Et là, ce qui se passe peut-être du côté du conflit iranien, c'est que depuis le départ, la Maison-Blanche nous dit « Ne vous inquiétez pas, ce sera rapide. Ce n'est qu'une petite excursion, quelques semaines, bon, on est rendu à 4 mois, on va sortir bientôt. » En fait, si les Américains décident de vraiment devenir les anges gardiens du détroit, en contrepartie de quoi on verra éventuellement, ça implique une opération à plus longue haleine, en fait, une présence militaire américaine continuée qui s'apparenterait éventuellement à une opération de contre-terrorisme. L'idée, ce ne serait pas une guerre ouverte systématique puis perpétuelle, mais une présence américaine qui vraiment aurait la responsabilité de lutter contre toutes les interventions ou les interférences iraniennes dans le détroit. Et si c'est vers ça qu'on s'en va, il faudrait que la Maison-Blanche le dise. Et quand même, pour Donald Trump, ce serait un revirement assez majeur parce que ça s'apparenterait effectivement à une guerre éternelle. Mais tu sais, Trump voit les mêmes chiffres que nous, là. Notamment avec son fameux taux d'approbation, là, sa cote de popularité. Il y a plusieurs sondages qui placent sa cote de popularité en dessous des 40 %. Il les voit, ces chiffres-là. Il est très conscient de l'impact de son image, les élections de mi-mandat qui approchent. Mais est-ce qu'il voit les mêmes chiffres que nous? Parce que si on défile sur son compte Truth Social, il publie parfois des résultats de sondage qui lui donnent 59 % de taux de popularité. Évidemment, les agrégateurs... Il choisit ses chiffres. En fait, il choisit un peu comme Staline disait de la démocratie. C'est bien la démocratie du moment qu'on s'assure de qui compte le vote. Trump, c'est bien les sondages du moment qu'on s'assure de qui sont les électeurs. Donc, je ne sais pas s'il voit vraiment les mêmes chiffres que nous, d'autant plus que vous en parliez avant mon segment, Trump est persuadé que si ça va mal électoralement, c'est pas de sa faute à lui, c'est pas la faute de ses politiques, c'est la faute du système électoral qui, présumément, serait corrompu. Donc, je ne sais pas s'il pense vraiment à sa popularité, d'autant plus qu'au sein de sa base MAGA forte, là, tu sais, les gens qui soutiennent Trump depuis la première heure, le soutien, là, il n'a pas vraiment décliné. Bon, s'il réfléchissait de manière stratégique et rationnelle, il verrait bien que chez les indépendants et les démocrates et les républicains plus mous, la guerre en Iran l'affecte. Mais je pense pas qu'il regarde ces chiffres. Ouais. Parce que dans le conflit en Iran, oui, il y a les Américains, mais il y a Israël aussi. Ouais. Est-ce que tu constates un certain refroidissement des Américains par rapport à Israël actuellement? Non seulement on le constate, mais on le mesure. Et ça, c'est assez fascinant. À peu près dans toutes les catégories de la population américaine, à l'exception des républicains de 45 ans et plus, le sentiment envers Israël a drastiquement baissé. Dans les dernières années, on a des opinions de plus en plus défavorables. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça se traduit peut-être dans les politiques officielles du gouvernement américain. Hier, vous aviez un vote qui proposait de limiter, en fait, de couper toute aide à Israël. Et il faut comprendre que les Américains donnent beaucoup d'aide annuellement à l'État hébreu. C'est plus de 3 milliards de dollars qu'on donne. C'est pas en contrepartie d'achat d'armes, c'est un don d'argent. Et là, la moitié du caucus démocrate à la Chambre des représentants a voté pour cette mesure-là. Je pense que c'est difficile de souligner à quel point c'est un changement extraordinaire dans la politique du Parti démocrate. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on se dit que le Parti démocrate est un parti national qui devrait s'intéresser aux enjeux nationaux, à l'économie, au logement, des choses comme ça. Et en fait, le soutien à Israël, ça devient essentiellement l'un des plus grands clivages au sein du parti, où pour les progressistes, si vous êtes pro-Israël, vous êtes à la rigueur quasiment quelqu'un d'extrême droite, alors que pour les gens plus institutionnels, du centre, le soutien à Israël demeure un impératif de géopolitique des États-Unis. Mais vraiment, il va falloir voir comment ça se profile dans les prochaines années, parce que si les Américains en venaient à cesser d'aider l'État israélien, parce que dans la population, on n'a plus de désir pour ça, là, ça entraînerait une refonte majeure des relations au Moyen-Orient, notamment. Et d'autant plus qu'on a senti dans le ton aussi, là, à un moment donné, il y avait eu Trump, mais il y avait eu d'autres aussi, notamment, c'est J.D. Vance, à un moment donné, qui était très dur à l'endroit d'Israël en disant, écoutez, là,
Là, on est les seuls à vous défendre. Là, vous êtes mis à dos bain du monde. On est les seuls à vous défendre. Voulez-vous, je vais le paraphraser, là, mais voulez-vous, s'il vous plaît, pas nous marcher nécessairement sur les pieds ou vous retourner vers ceux qui vous appuient? Là? Ah, mais même hier, J.D. Vance passait au podcast de Joe Rogan, puis il a répété des critiques sérieuses contre Israël. Il disait essentiellement, il y a là-bas des gens qui veulent une guerre éternelle et qui manipulent essentiellement les Américains pour qu'ils restent dans cette guerre éternelle-là, notamment contre l'Iran. Il faut comprendre pour J.D. Vance qu'il appartient quand même à la partie la plus isolationniste de la politique étrangère américaine. C'est quelqu'un qui n'était pas très chaud envers la guerre en Iran. Évidemment, ça lui sert de pouvoir blâmer quelqu'un, de trouver un bouc émissaire à la guerre, mais néanmoins, oui, c'est assez significatif qu'il le dise. Vance n'était pas très chaud à la guerre en Iran, mais Trump a déjà dit si ça fonctionne pas, ça va être la faute de J.D. Ça va bien, ses affaires, pauvre J.D. Restons dans les affaires militaires parce que c'est une nouvelle qui vraiment fait beaucoup réagir depuis plusieurs heures. L'armée américaine, Georges, qui va tester maintenant le niveau de testostérone de ses soldats. C'est assez saugrenu. Hein? C'est Pete Hegseth qui publie une vidéo hier qui dit essentiellement, en haut de 30 ans, on vous teste systématiquement, puis si vous avez un taux de testostérone trop faible, on va vous offrir un traitement volontaire, dit-on. En bas de 30 ans, vous faites le test, ça vous tente ou non. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une genre de fascination dans l'administration Trump pour les beaux corps. Les beaux corps et les beaux hommes. Je sais pas si tu t'en déjà, souviens. le Donald est tout un Apollon. Mais non, mais un modèle de santé, un Olympien, Donald Trump. Oui. Mais ce qui est drôle, par contre, il y a eu ce combat de UFC-là, puis on avait sélectionné sur le volet les soldats qui pouvaient y assister en fonction de leur apparence physique. Oui, c'est vrai. Et Pete Hegseth est persuadé aussi que sous l'administration Biden, l'armée s'est laissée aller, essentiellement. On a commencé à considérer que l'armée n'était pas une institution sous Biden, selon Hegseth, une institution qui devait faire la guerre, mais une institution sociale qui devait traduire dans sa composition les politiques sociales. Donc, toutes les politiques de diversité, d'équité, d'inclusion, le fait d'inclure les personnes trans. Hegseth dit non, l'armée, c'est une institution qui doit tuer du monde, essentiellement. Puis pour tuer des gens, il faut être le plus tough possible, il faut être des vrais mâles, essentiellement. Et on tente, depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, de ramener cet ethos guerrier-là. D'ailleurs, Pierre Poilievre, au Canada, nous a mentionné un truc comme ça, qu'on devait ramener un ethos guerrier récemment dans l'armée canadienne. Oui, ça m'a assez surpris, cet élément-là, mais bon, parenthèse à part, Hegseth veut vraiment ramener un ethos guerrier, mais il y a un paradoxe ici qui est assez notable. Ce qu'on voit dans les guerres récentes, c'est que c'est de moins en moins des guerres d'hommes à hommes qui combattent, mais des guerres de drones et d'appareils non pilotés par des humains. Dans ce contexte-là, peut-être qu'on n'a pas besoin du mâle alpha pour aller combattre l'ennemi, mais qu'au contraire, des nerds plus chétifs, comme moi, sont plus efficaces pour piloter des drones que des soldats américains. Aïe, aïe. Mais dans tout ce contexte-là, il y a quand même un changement là, qui s'opère. Il y a eu aussi des gens qui ont été placés par le président dans son administration et ça en est un bon exemple. Todd Blanche. Todd Blanche, là, Georges, c'est l'avocat personnel du président pendant plusieurs années. Et là, il y a eu une audience qui a brassé un peu, parce que même Todd Blanche est un petit peu mêlé dans son rôle. Là. Es-tu l'avocat du président? Est-ce qu'il est procureur général des États-Unis? Et hier, il a même fait un lapsus où il était en audience dans une commission du Congrès, puis il dit quelque chose comme « mon client » pour référer à Donald Trump, alors que c'est pas son client, c'est le président des États-Unis. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a quand même une norme dans le système de justice américain où le département de la justice était plus indépendant. Et bien que ce soit le président qui, nominalement, soit à sa tête, on tendait à laisser la justice de côté puis à lui laisser prendre ses propres décisions. Évidemment, Todd Blanche a un historique qui le met en proximité très, très forte avec Donald Trump et il est aussi associé à deux affaires qui ont inquiété le président. L'affaire Epstein, il avait été instrumental dans la divulgation des dossiers, mais aussi cette histoire de création d'un fonds d'indemnisation qui viserait à donner des sommes d'argent aux partisans du président essentiellement, mais aussi à empêcher l'IRS de faire des enquêtes fiscales sur Trump. Deux éléments qui tendent à montrer qu'il est plus proche du président peut-être que de la justice. Ça passe très mal, évidemment au niveau des démocrates, mais aussi au niveau de certains républicains. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que les républicains font preuve d'indépendance, jugent que cet homme-là n'est pas apte à être procureur général des États-Unis d'Amérique, ou au contraire, ils donnent encore quelque chose à Trump. Ce qu'on a vu hier, c'est qu'ils vont peut-être probablement donner encore un loyaliste à Trump. Merci, Georges. À bientôt. Allez.